Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Weekly Bitcoin, accompagné comme chaque semaine d'Alexandre Lézet, le directeur stratégie Bitcoin chez Capital B. Bonjour Alexandre, comment ça va? Bonjour Rémi, très bien et toi? Ben ouais, super. Alors on est là pour décrypter cette semaine très agitée dans l'écosystème Bitcoin. Il a passé un petit cap au-dessus des 95 000 dollars, je crois, la semaine dernière. Et il s'est retrouvé aujourd'hui un peu en dessous des 90 000 dollars, ce qui a permis à Stratégie d'accélérer encore son accumulation de trésorerie de Bitcoin. À combien il en est aujourd'hui, Stratégie, avec Michael Saylor? Oui, alors effectivement, le prix du Bitcoin a été pas mal lié, en tout cas son évolution, aux annonces de Donald Trump sur les tarifs. On voit que c'est quelque chose qui fait pas mal bouger les marchés et on voit que finalement le marché est déjà très lié à tous les facteurs macro. Et donc, on pourra peut-être en parler davantage. Stratégie a fait une annonce majeure qui est l'acquisition de plus de 22 000 Bitcoins, ce qui les porte aujourd'hui à plus de 700 000 Bitcoins. Et donc, si il devait continuer à ce rythme, ça pourrait représenter l'équivalent de 300 000 bitcoins sur l'année en plus. Et donc, il pourrait éventuellement arriver, toutes choses égales par ailleurs, à plus de 1 million de bitcoins détenus sur leur bilan, ce qui serait l'équivalent de Satoshi Nakamoto lui-même. Et donc, c'est tout à fait significatif. Pour donner un ordre de grandeur, il faut avoir conscience que en fait, stratégie seule en une annonce a acheté plus de Bitcoin que l'émission de Bitcoin à travers le minage en un mois et demi. Et donc, on voit que si stratégie arrive à continuer à ce rythme-là, eh bien, en fait, stratégie elle seule est capable d'accumuler plus de Bitcoin qu'il n'en est produit avec le minage. Et encore, il y en aura encore 2 fois moins bientôt au prochain halving. Donc, en fait, à un moment donné, on imaginait que euh, on allait avoir des centaines de grandes sociétés américaines qui allaient acheter du Bitcoin et que ça allait avoir un impact sur le prix. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il suffit d'une très grande société pour accumuler, absorber toute la demande naturelle du marché. Et donc, en fait, ça a potentiellement vocation à réduire, voire éliminer le potentiel d'un bear market comme on l'imaginait avant. Mm. Ceci étant, il y a beaucoup d'analystes qui parlent d'un bear market actuellement, notamment par rapport à l'or. Et en même temps, on voit que le Bitcoin consolide très fortement autour de ces niveaux de 80 000, 90 000 au gré des différentes évolutions macro. Et que finalement, le domaine des Bitcoin Treasury Companies ne fait que commencer et que la plus grande d'entre elles en accumule des montants qui, en tant que tels, ont vocation à faire bouger le marché dans le temps. Et c'est en effet une trésorerie qui est énorme, et je crois qu'en plus le coût moyen de leur achat est assez élevé par rapport à pas mal d'investisseurs qui ont été early dans le Bitcoin. Je crois que c'est aux alentours de 75 000 le coût moyen, donc c'est vraiment une stratégie de long terme pour eux, j'imagine. Oui, en fait, ce qui compte pour une Bitcoin Treasury Company, c'est le nombre de Bitcoin, c'est la quantité. Le prix d'achat importe peu puisque, en fait, le pari, c'est précisément que le prix du Bitcoin pourrait rejoindre globalement celui de l'or en comparaison Mhm. à un horizon de 10 ans à peu près. Et si c'était le cas, en fait, ça voudrait dire que le Bitcoin irait à 2 millions d'euros le Bitcoin ou 3 millions d'euros le Bitcoin à des prix constants de l'or. Donc l'or également peut augmenter. Et donc dans ce cadre-là, en fait, les bitcoiners de manière générale anticipent un bitcoin pouvant aller aux alentours de 10 millions de dollars le bitcoin, voire 21 millions de dollars le bitcoin, à un horizon très long terme, certes, mais qui dénote quand même l'importance tout à fait minime du prix d'achat initial pour une Bitcoin Treasury Company. Ce qui compte, c'est au final l'augmentation du nombre de Bitcoin par action. Et donc, c'est plutôt la comparaison entre le prix de l'action et le prix d'achat du Bitcoin qui compte et pas seulement le prix d'achat du Bitcoin.
Très bien. Et alors, est-ce que le fait qu'une grosse compagnie comme stratégie accumule autant de Bitcoin, est-ce que ça peut inquiéter sur la décentralisation du Bitcoin? Est-ce que ça peut inquiéter les particuliers qui, eux, investissent seuls de leur côté? La vraie inquiétude, c'est finalement l'impossibilité à terme de pouvoir détenir un Bitcoin en entier pour des particuliers, dans la mesure où quand stratégie accumule 22 000 Bitcoins, elle élimine 22 000 potentiels détenteurs d'une unité de Bitcoin. En fait, il y a que 21 millions de Bitcoins, il y a 100 millions de millionnaires, et donc en un jour, on a éliminé 22 000 millionnaires de la possibilité de pouvoir acquérir un Bitcoin en entier. Donc, il faut avoir conscience de ce risque-là, le risque de centralisation. Finalement, le Bitcoin est bien plus décentralisé que le système traditionnel. La centralisation du système traditionnel, elle est totale, en fait. Finalement, c'est le standard de la Réserve fédérale américaine. Toutes les banques centrales autour de la Fed américaine s'articulent autour de la Fed, et ensuite toutes les banques commerciales s'articulent autour des banques centrales locales, et ensuite toutes les institutions financières s'articulent autour des banques. Donc, en fait, le système actuel est totalement centralisé. C'est littéralement défini par une personne, le président de la Fed. Alors oui, c'est quand même des décisions collégiales, etc., mais c'est extrêmement centralisé. Là où le Bitcoin, aujourd'hui, il est détenu à 70% par des particuliers. Donc oui, ce chiffre-là a tendance et a vocation à diminuer au fil du temps. Il est très probable que dans 10 ans, dans 15 ans, 70% du Bitcoin soit détenu par des corporates, par des fonds, par des ETF. Et donc, in fine, c'est finalement le droit de tout un chacun d'acheter du Bitcoin. Les sociétés ont le droit d'acheter du Bitcoin. Et c'est un peu une course contre la montre de chaque participant pour en acheter. Donc la seule inquiétude, c'est qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde au final, quoi. Il y en aura toujours assez puisqu'il est divisible. En revanche, la capacité d'en acheter à ce prix-là est une fenêtre relativement courte. Et quand je dis ce prix-là, je me réfère pas à l'importance du prix, mais à la quantité qu'on peut acheter avec un certain niveau de patrimoine actuel. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'important à considérer. L'autre facteur, c'est quand même de considérer que Stratégie, elle est aussi détenue par ses actionnaire. Donc, on parle de centralisation, mais en vérité, on peut aussi acheter des actions des Bitcoin Treasury Companies, comme Strategy, comme Metaplanet, comme Capital B. Et donc, finalement, la détention finale, indirecte de ces sociétés-là, elle est aussi avec les actionnaires particuliers. Alors justement, tu le disais, t'en parlais juste avant, du cours de l'or qui continue de grimper, l'argent également. Le Bitcoin, lui, il reste un peu dans sa fourchette depuis quelques mois. C'est dû à une géopolitique internationale assez compliquée en ce moment. Et du coup, t'en parlais juste avant du sommet à Davos et de Trump qui s'est donc un peu calmé sur les tarifs, entre guillemets, et qui a du coup redonné un petit peu d'énergie au Bitcoin, c'est ça? Alors, le Bitcoin, on peut pas le mesurer sur une période aussi courte. Le Bitcoin, c'est un actif qu'on peut mesurer avec plusieurs années de temps d'horizon. Et pour bien le mesurer, il faut le mesurer en or. Parce que après l'or, ça devient très difficile. L'or a déjà une inflation de 2% par an. Et donc, si on le mesure en dollars, ça devient de plus en plus compliqué puisque le dollar a une inflation réelle qui peut être autour de 5-7% par année en moyenne sur les 100 dernières années. Et donc, quand on compare à l'or, en fait, le Bitcoin est en bear market en ce moment. Et historiquement, suite à des bear markets, le Bitcoin a connu des bull markets. Et ce qui se passe généralement quand il y a un run vers l'or, c'est que 6-12 mois après un top de l'or, on observe une croissance et même une surperformance du Bitcoin par rapport à l'or. Mais l'or augmente en premier et après on voit des rotations vers le Bitcoin. Donc
c'est pas automatique, c'est pas garanti, mais c'est ce qu'on a observé dans le passé. Et donc, ce qui compte finalement, c'est de mesurer dans quelle mesure les différentes classes d'actifs mondiales, les actions, souffrent par rapport à l'or, et de voir dans quelle mesure le Bitcoin aussi souffre par rapport à l'or, ce qu'il a fait dans le passé, ce qu'il pourrait faire dans le futur. Finalement, ce qui compte, et la thèse reste inchangée, c'est que à la fin, la thèse de l'or est similaire à la thèse du Bitcoin, c'est-à-dire qu'on mise sur la rareté pour se protéger contre l'inflation monétaire, et que si on poursuit cette thèse jusqu'au bout, eh bien c'est l'actif qui a la meilleure rareté, la plus robuste, qui va aspirer cette valeur de cette thèse d'investissement. Et donc, cet actif-là, c'est Bitcoin. En revanche, en fait, les acteurs qui se prémunissent aujourd'hui contre l'inflation monétaire ont une taille si importante que le Bitcoin est quasiment trop petit pour eux. Et donc, ils se réfugient vers l'or, un actif qu'ils connaissent depuis très longtemps. Et ensuite, peut-être, effectivement, ils ajouteront du Bitcoin en supplément. Je donne un exemple, mais certains fonds souverains ont déjà acheté du Bitcoin. Et on parle de taille de l'ordre de 300 millions de dollars, 500 millions de dollars. C'est encore des montants qui sont tout à fait minimes par rapport à la taille des fonds souverains. Et ce à quoi on peut s'attendre dans les 2-3 prochaines années, c'est des fonds souverains qui commencent à mettre des tailles beaucoup plus importantes, de l'ordre de quelques milliards dans le Bitcoin, à l'image de Stratégie. On voit aujourd'hui que Stratégie accumule 22 000 Bitcoins en une semaine. Bien, on peut imaginer que cette année, l'année prochaine, on pourrait avoir des acteurs de type souverain qui se mettent à également accumuler du Bitcoin. Ce qui a déçu globalement jusqu'à présent, c'est que les États-Unis n'ont pas encore fait cette politique d'accumulation dont ils avaient parlé. Ils ont uniquement fait de la détention. Et donc, si un jour cela devait changer, bien, ça pourrait ouvrir une nouvelle page pour le prix du Bitcoin, on va dire. Alors, quand tu dis des fonds souverains, tu penses à quels fonds, par exemple? Parce que je sais que BlackRock a beaucoup accumulé également. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont dans les starting blocks ou déjà Oui, alors on a évoqué le sujet la semaine dernière, mais on n'avait pas les montants exacts. Donc, je peux donner les montants plus précis. Donc, il y a par exemple la Norvège, le fonds souverain de la Norvège, qui a mis plus d'1 milliard dans des actifs comme Bitcoin, comme Stratégie ou comme Metaplanet. Et donc, finalement, les Bitcoin Treasury Companies qui grandissent ont aussi cette voie de croissance qui n'est pas à négliger. Il y a aussi la Banque centrale suisse à hauteur d'environ 300 millions de dollars, et aussi les fonds souverains émiratis également autour de 500-700 millions de dollars. Et à savoir qu'il y a également du minage de Bitcoin avec Marathon aux Émirats. Et donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes et qui dénotent finalement que Bitcoin est déjà dans les portefeuilles, mais encore dans des tailles relativement faibles, et donc que le potentiel est très fort. On pourrait avoir une multiplication par 10 de ce type de volume auprès de ce type d'institution. Et en tant que tel, c'est comme si on ajoutait 1 ou 2 stratégies de plus cette année ou l'année prochaine, et ça, c'est pas rien. Et donc on voit que l'Europe s'y met un petit peu. Est-ce que la France, est-ce que c'est dans les plans de la France? Pas à ce jour. Malheureusement, le Bitcoin n'est pas encore pris au sérieux en France, par en tout cas les institutions publiques. Certaines personnes dans les institutions publiques le prennent très au sérieux, mais en fait en Europe, tant que la BCE est tout à fait en opposition frontale contre le Bitcoin, qu'elle voit finalement comme une menace, et peut-être sous certains aspects, en tout cas à juste titre du point de vue de la compétition que le Bitcoin apporte, comme le soulignait le patron de Coinbase face au gouverneur de la Banque de France. Je pense que en fait c'est quelque chose qui va changer dans le futur, et peut-être que la France a un avantage à tirer avec le minage de Bitcoin, justement avec toutes ces centrales nucléaires. Ça pourrait être vraiment une voie de croissance forte pour la France. S'il y avait un pays qui devait avoir le leadership en Europe, je pense que ça pourrait être la France, justement. Mais à date, les gouvernements ne l'ont pas encore pris au sérieux.
Donc en effet, oui, il peut y avoir des stratégies de récolter, c'est ça dont tu parles, de récolter de l'énergie en surplus pour pouvoir miner du Bitcoin? Voilà, en fait, la particularité qui est tout à fait intéressante, c'est que une centrale nucléaire euh, s'abîme beaucoup plus rapidement si elle n'est pas utilisée à 95% de ses capacités. Si elle est utilisée à 70% de ses capacités, voire si elle est parfois interrompue, elle s'abîme beaucoup plus vite. Et donc, c'est une urgence technologique et une urgence économique que de faire du minage de Bitcoin pour exploiter les capacités non utilisées des centrales nucléaires. Ça permet d'avoir des centrales nucléaires qui durent plus longtemps, qui sont plus efficaces et qui sont plus rentables. Ça fait du sens à tous les niveaux, mais de manière idéologique, ça a été écarté depuis de nombreuses années. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui travaillent sur ces sujets-là. On sait que la filiale Exaion de EDF est sur le point finalement d'être cédée à l'américain Mara, le mineur de Bitcoin. Donc, en tant que tel, d'un point de vue général, c'est une bonne nouvelle. On aurait peut-être préféré effectivement que ce soit avec un acteur français. Et en plus, on a beaucoup de mineurs français dans le monde. Et bon, voilà, peut-être que tout n'est pas complètement décidé encore, donc on verra bien. On l'espère en tout cas. On l'espère. Alors revenons un peu justement sur Davos. On va parler un peu justement philosophie du Bitcoin. À Davos, donc c'est le gouverneur de la Banque de France qui a comparé le Bitcoin à un actif émis par des acteurs privés. Donc un peu comme les stablecoins, mais c'est une confusion qui a été du coup relevée par Brian Armstrong, le patron de Coinbase, le CEO de Coinbase. Qu'est-ce que ça en dit sur cette confusion un peu persistante autour du Bitcoin, dont j'ai l'impression que beaucoup de personnes importantes sont encore confus autour du sujet? En fait, tout le monde a noté le résultat de ce débat-là, et on va en parler. Moi, ce qui m'interpelle à premier titre, et je pense que c'est une très grande évolution, et ça pourrait avoir l'interprétation contraire de ce qu'on pourrait penser, c'est précisément que aujourd'hui, on a le gouverneur de la Banque de France qui participe à un débat avec le CEO d'une plateforme d'échange de Bitcoin et de cryptoactifs. Mais Ça, déjà en un tant que grand tel, pas, oui. c'est un énorme pas en avant, et ça démontre que finalement, le gouverneur de la Banque de France a bien plus compris ce qu'il se jouait que ce qui peut en ressortir dans les extraits qui sont pris de la vidéo. Maintenant, effectivement, dans les propos en tant que tels, on avait une conversation entre le rôle du Bitcoin et le rôle des banques centrales, et certainement aussi le rôle des stablecoins de manière générale. Et donc, en fait, ce que vient dire le gouverneur de la Banque de France, c'est qu'il croit davantage dans une institution indépendante qui est une banque centrale avec une forme de mandat démocratique. Alors, on peut discuter pendant des heures de tous ces termes-là et de s'ils sont tout à fait valables ou non, le côté indépendance, le côté mandat démocratique, etc. En revanche, effectivement, après, il compare le Bitcoin finalement à un stablecoin où il évoque des émetteurs privés. Alors peut-être qu'il se référait tout simplement aux mineurs de Bitcoin qui obtiennent une récompense en Bitcoin et à cette émission tout à fait fixe. C'est possible et on peut donner le bénéfice du doute, je pense. En revanche, là où Brian Armstrong a vraiment bien représenté le Bitcoin, c'est que ce qu'évoquait le gouverneur de la Banque de France, c'est que le Bitcoin aurait été moins décentralisé qu'une banque centrale, ce qui est tout à fait incorrect, puisque précisément une banque centrale est une banque centrale et que le Bitcoin est tout à fait décentralisé. Il n'y a pas un mineur centralisé. Ça n'a absolument rien à voir. Et personne ne se met autour d'une table pour regarder ce que va dire le président de la Fed et même faire des paris pour savoir s'il va dire good afternoon ou good evening, comme on le voit sur les plateformes d'estimation. Donc, de ce point de vue-là, en fait, on voit que déjà, on a un gouverneur de la Banque de France qui commence à parler du Bitcoin. Donc ça, c'est intéressant. On voit qu'il ne le diabolise pas du tout. Il dit que ça a une utilité. Et donc là, on voit que c'est encore une fois quelque chose d'intéressant.
On voit qu'il a un dialogue avec une des plateformes d'échange les plus importantes, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Et après, il y a une ironie un petit peu historique, c'est que en fait, la Banque de France, comme on l'a souvent mentionné, vient aussi d'une entreprise privée. Donc, ne pas faire confiance à des acteurs privés pour ce qui relève de la monnaie est un petit peu contradictoire, puisque ça relève finalement même de l'histoire aussi de la Banque de France. Maintenant, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que la monnaie, en fait, c'est souvent un pacte entre le public et le privé, et qu'on voit que les actifs numériques et le Bitcoin, en tant que réserve de valeur, est en train, en fait, de redessiner un nouveau système financier avec des parallèles assez proches du système ancien, pour le meilleur et pour le pire, mais qui permet, en fait, d'avancer l'adoption institutionnelle du Bitcoin et de le mettre de plus en plus en lien avec les institutions traditionnelles, jusqu'à ce que des grandes banques centrales historiques, en fait, s'y intéressent. Et donc, je pense que c'est overall, en général, c'est une très bonne nouvelle, même s'il faut certainement recadrer certains points de fait quand c'est nécessaire. Donc, bravo à Brian Armstrong. D'avoir fait un peu d'éducation auprès des parlementaires. Et alors, tu as utilisé le mot adoption, et je pense que c'est vraiment ça le Bitcoin. Tu vas me dire ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que dans tous les cas, si le Bitcoin est adopté à grande échelle, même au sein d'une société, comme on a pu le voir au Salvador, où il y a eu des essais de monnaie presque officielle en tant que Bitcoin, je pense qu'on ne pourra jamais le forcer, en tout cas dans une société, parce que c'est une adoption, c'est une monnaie justement parallèle. Donc tu dis ça se rapproche en effet de l'historique d'une monnaie, en tout cas d'un pays. Mais je pense que l'euro persistera, même si le Bitcoin est adopté. Et je crois que tu le disais la semaine dernière aussi, un Carrefour en France en tout cas, a permis aux gens de payer en Bitcoin avec une petite ristourne si on payait en Bitcoin. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va peut-être voir à l'avenir, et comment ça pourrait rentrer dans la société à grande échelle? Quand on comprend le Bitcoin, on n'a pas nécessairement envie d'avoir une autre réserve de valeur. Et donc, effectivement, accepter des paiements en Bitcoin, c'est une manière d'éliminer des étapes. Au lieu de passer par une autre monnaie pour arriver vers le Bitcoin en tant qu'actif de réserve de valeur, eh bien, on peut utiliser des surcouches de Bitcoin, comme le Lightning Network, qui est un réseau de micro-paiements au-dessus de Bitcoin et qui permet de faire des petits paiements de manière totalement instantanée en Bitcoin. Donc, c'est une grande avancée que Carrefour ait permis ça. Et naturellement, pour favoriser cette adoption-là, qui permet d'ailleurs aux commerçants de retirer les frais de transaction liés aux processeurs de cartes et aux intermédiaires bancaires, finalement, on peut inciter les consommateurs à payer directement en Bitcoin avec un rabais. Et donc ça, c'est une pratique qui est assez intéressante et qui permet un petit peu aussi de rajouter une forme d'indépendance des acteurs par rapport à leurs fournisseurs de services de paiement. Ce qui est aussi intéressant, ça contribue à l'utilité et l'utilisation du Bitcoin de manière générale. Bon, le Bitcoin n'a pas besoin de ça pour être adopté en tant qu'actif de réserve de valeur, mais c'est toujours positif de voir ça, et ça renforce finalement la possibilité pour les personnes qui détiennent du Bitcoin de vivre uniquement avec du Bitcoin et de payer tous les jours avec du Bitcoin. On a pu voir ça au Salvador, on connaît ça également à Lugano en Suisse. Il y a des expérimentations où il y a déjà 20-30% des commerces qui acceptent le Bitcoin et les stablecoins. Donc tout ça est très positif de manière générale. Et en fait, la réalisation qu'il faut faire, c'est que le Bitcoin n'est pas un ennemi des monnaies d'État. Au contraire, finalement, le succès de Bitcoin, c'est aussi le succès des monnaies d'État. Et j'irai même plus loin, c'est que les États qui ne permettent pas l'adoption de Bitcoin vont voir la valeur de leur monnaie perdre de la valeur, comparé aux États qui auront favorisé l'adoption de Bitcoin dans leur État et qui donc auront des citoyens potentiellement avec plus de moyens dans le futur et qui finalement auront la capacité de renforcer la monnaie de manière indirecte. En fait, pour faire les choses plus simples, plus il y aura de Bitcoin en zone euro, sur le territoire de la zone euro, à travers les particuliers, les entreprises, plus l'euro sera fort. Et donc, de ce point de vue-là, finalement, c'est pas parce que le Bitcoin réussit que ça doit être aux dépens des monnaies fiat.
C'est juste que finalement, les deux peuvent fonctionner ensemble et ont vocation à fonctionner ensemble. Et justement, alors comment, puisque en France, on sait que il y a quand même la fiat tax qui est assez élevée par rapport à certains pays, est-ce que ça montre que justement en France, on n'est pas forcément prêt à laisser les gens investir dans le Bitcoin, ou en tout cas que ça ne les motive pas forcément à investir? Est-ce qu'il faudrait justement baisser ces taxes-là pour qu'il y ait plus d'investisseurs Bitcoin en France, même si je sais qu'il y en a quand même un certain nombre qui en possèdent. Mais... C'est un débat plus général. On sait très bien qu'à partir d'un certain niveau d'impôt, en fait, l'État collecte moins d'impôts, puisque précisément, plus on augmente les impôts, plus ça parfois pénalise le business et l'entreprise, etc. Et donc, à un moment donné, eh bien, en fait, les richesses partent du pays. Et donc, même si on a augmenté l'impôt, il y a moins de richesses à taxer, et donc à la fin, on collecte moins d'impôts. Et en fait, parmi les pays les plus prospères, on voit Singapour, on voit les Émirats arabes unis, on voit des États comme Miami, des villes et des États comme la Floride et comme Miami comme ville, et la Suisse, etc. Historiquement, beaucoup d'États ont vraiment prospéré avec des taux de taxation extrêmement faibles, voire à zéro sur certains aspects. Et en fait, ça peut avoir vocation, pas nécessairement, mais ça peut quand même avoir vocation à augmenter très significativement l'activité économique. Et donc, de manière générale, en fait, il y a quand même une possibilité d'avoir plus de croissance dans un pays si les impôts tendent à baisser plutôt que s'ils tendent à augmenter. Donc ça, c'est une première observation. Ensuite, sur le Bitcoin spécifiquement, c'est évident que vu qu'il y a un impôt en cas de vente de Bitcoin pour payer ou en cas de transfert de Bitcoin à une tierce partie, eh bien, ça a tendance à désinciter l'utilisation de Bitcoin comme moyen de paiement. Et donc, on pourrait envisager de ne pas avoir, de traiter le Bitcoin comme une monnaie classique. Mais là, la majorité des États ne seraient pas très contents s'il n'y avait pas de limite à ça, puisqu'ils ne seraient plus capables de taxer les plus-values réalisées. Là, on a vu qu'aux Pays-Bas, il y avait même un impôt sur les plus-values non réalisées, ce qui, ça, est une catastrophe économique complète et qui amène de manière extrêmement rapide les habitants d'un pays à partir. Et donc, on espère que les Pays-Bas vont abandonner ce type d'ambition, on va dire, et qu'ils ne vont pas appauvrir leur État aussi rapidement. Donc, en fait, de manière générale, là, on est sur un status quo entre le Bitcoin et les autres actifs financiers. La vraie solution, ça pourrait être tout simplement de retirer les impôts sur les plus-values de manière générale pour inciter l'activité financière et économique dans un État. En fait, on pourrait faire du jour au lendemain de la France un État qui serait une place financière majeure, qui n'aurait rien comment dire, qui serait avec des avantages concurrentiels tout à fait significatifs par rapport à ses voisins et qui finalement offrirait des conditions tout à fait similaires à des États comme le Luxembourg ou comme les Émirats arabes unis ou comme d'autres États par ailleurs. Et donc, voilà, ça c'est des débats politiques. Donc après ça sort du périmètre de notre rôle, hein, mais c'est des aspects que certaines places financières ont pu adopter et qui ont pu permettre leur développement. Et après, c'est des sujets sociétaux et donc aux sociétés de décider. Très bien. Alors, on va revenir un peu côté entreprise, puisque c'est l'entreprise Strive qui a adopté et acheté beaucoup de Bitcoin aussi dernièrement. Il me semble que leur stratégie, c'était de lever plusieurs millions de dollars pour refinancer sa dette et acheter du Bitcoin avec. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors aujourd'hui, il y a quelques sociétés dans le monde qui ont du Bitcoin sur le bilan et qui procèdent à des émissions de titres financiers qui visent à en fait créer de nouvelles formes d'instruments sur les marchés avec du Bitcoin sur le bilan et l'émission de titres de crédit sur le marché.
donc à la fois coté et non coté. Donc Strategy a été pionnier en la matière avec ses preferred stocks qui permettent d'avoir un taux d'intérêt pour les investisseurs de l'ordre de 10%, avec une volatilité finalement qui est de l'ordre de 4 à 7%, ce qui est bien inférieur au Bitcoin. Ensuite, effectivement, Capital B a procédé à des émissions de dettes convertibles libellées en Bitcoin qui ne sont pas cotées. Et donc Capital B, bien sûr, a vocation à potentiellement s'inscrire dans les pas de Strategy et de Metaplanet, qui également, Metaplanet a lancé récemment des preferred stocks qui permettent finalement d'avoir des taux d'intérêt là plutôt autour de 5-6% au Japon, et pareil sous une forme de preferred stock. Alors c'est pas la seule forme qui est possible, et Capital B pourrait envisager d'autres types de formes pour ce type de produit-là. Et de l'autre côté, Strive est un acteur qui est le deuxième aux États-Unis à lancer ce type d'instrument financier qui, en fait, peut lui permettre à la fois de remplacer certaines dettes passées. Donc, par exemple, finalement, suite à l'acquisition de Semler Scientific, une opération de M&A qu'on a commenté précédemment, où Strive a acquis Semler Scientific pour avoir plus de 11 000 bitcoins sur le bilan au total. Strive maintenant cherche à ajouter un petit peu de levier supplémentaire suite à cette acquisition pour rembourser environ 30-40 millions d'obligations passées, à la fois une dette convertible et également un emprunt auprès de Coinbase, une ligne de crédit auprès de Coinbase, et par ailleurs acheter davantage de bitcoin. Et donc, en fait, le modèle, finalement, long terme, qui permet à une société de faire ce type d'opération, c'est de se dire que la société va fournir un taux d'intérêt de l'ordre de 10%, qui est calculé, en fait, en dollars par rapport au principal investi au départ, et, de l'autre côté, avoir du bitcoin sur le bilan, qui peut avoir vocation à avoir une croissance annualisée supérieure à 10%, et qui peut permettre à la société, finalement, de capturer une création de valeur qui est la différence entre le taux de croissance annualisé, bien évidemment, du Bitcoin, comparé au taux d'intérêt, et par ailleurs, de procéder à d'autres opérations sur les marchés de capitaux pour créer davantage de valeur. Donc, une Bitcoin Treasury Company, c'est une société qui a des activités opérationnelles, une stratégie de trésorerie opérationnelle, et dans le cas ici, l'exemple de Strive, la capacité d'émettre des instruments cotés également pour les différents types d'investisseurs, et qui permettent d'offrir une haute proposition de valeur pour des investisseurs qui ne veulent pas de la volatilité totale du Bitcoin et préfèrent avoir finalement un instrument relativement stable, théoriquement, puisqu'il y a bien sûr des risques, sur le principal, avec un taux d'intérêt qui est bien supérieur à ce qui se trouve par ailleurs sur le marché. Et alors vous, chez Capital B, je rappelle que vous êtes la première treasury company en Europe, c'est ça ? Exactement, donc on a 2823 bitcoins sur le bilan. Et quelle est votre stratégie actuellement à ces prix-là ? Est-ce que vous continuez d'accumuler et à quelle fréquence ? Oui, alors la dernière acquisition date effectivement de novembre, et donc on me demande beaucoup quand est-ce que vous allez acheter davantage de Bitcoin, qui est une question que l'on se pose également tous les jours. Donc on s'organise. Notre objectif est bien évidemment l'accumulation de Bitcoin. Les sociétés traditionnelles ont pour objectif d'accumuler des euros. Eh bien, nous, on considère que ce qui vaut la peine, c'est d'accumuler du Bitcoin. Et donc, parfois, il y a des contextes de marché où les opérations sur les marchés de capitaux font un peu moins de sens pour une Bitcoin Treasury Company, pour une société de manière générale. Et donc, de ce point de vue-là, on a, par exemple, suspendu le programme d'ATM, de type ATM, qui nous permet en fait d'augmenter le capital de manière relativement récurrente avec notre partenaire Tobam. Et donc, la société a la possibilité dans le futur de réactiver ce type de programme. On a également la capacité de réaliser des opérations de type de dette convertible libellées en Bitcoin ou libellées également en euros. On a la capacité également
bien évidemment de procéder à des opérations comme on a pu le faire dans le passé d'attribution de BSA, hein, ce qui avait été fait en avril de l'année dernière, et pour tous les actionnaires, et également la capacité, moyennant bien sûr autorisation des autorités, bien entendu, de procéder à des offres publiques et pour financer, bien entendu, cette stratégie de Bitcoin Treasury Company et développer, bien entendu, de nouvelles opportunités. Donc, on travaille sur tout ce type d'éventail d'opportunités et parfois, eh bien, effectivement, il peut y avoir 2 mois, 3 mois où l'activité apparente est globalement un peu plus calme, mais en revanche, le travail réalisé dans les coulisses est bien plus fort que jamais. Et donc, on continue à être extrêmement concentré sur les objectifs que l'on s'est fixés, qui sont d'atteindre entre 7 000 et 15 000 bitcoins entre cette année et l'année prochaine, en tant que taille de bilan qui nous permet, par ailleurs, de développer également des opportunités supplémentaires pour la société. Donc, de ce point de vue-là, nous pensons que l'année 2026 va être extrêmement positive, puisque en fait, beaucoup de personnes s'attendent à un bear market effroyable, comme on a pu les voir auparavant. Alors, c'est tout à fait possible. Et c'est également possible d'avoir un marché qui se redresse très fortement et ou qui se consolide de manière importante avec finalement des sociétés qui vont avoir l'opportunité de démontrer ce qu'elles sont capables de faire cette année. Donc, en fait, on structure et on s'organise pour tirer parti de la meilleure des manières de l'opportunité qui se présente en 2026. Finalement, d'accumuler plus de Bitcoin à des prix qui sont encore à peu près incroyables par rapport au potentiel que l'on sait et à notre conviction. Donc, on n'a jamais eu finalement autant d'instruments à notre disposition et on travaille d'arrache-pied avec des partenaires bancaires, avec des partenaires institutionnels et avec des investisseurs, bien entendu, anciens et nouveaux, pour aller chercher les meilleures opportunités pour la société, avec l'objectif central pour la société sur une création de valeur long terme, d'augmenter le nombre de bitcoins par action, qui permet au fil du temps, pour les investisseurs relativement patients, d'avoir potentiellement un effet de levier par rapport à la performance du bitcoin, sous réserve bien sûr des risques opérationnels qui existent sur une société opérationnelle comparée au bitcoin, mais qui permet finalement de participer à la création d'une société qui a le plus fort bilan de bitcoin sur le continent et de développer des opportunités de cette manière-là au niveau européen, au niveau mondial. Donc on a des filiales au Luxembourg, des filiales à Abu Dhabi, avec lesquelles bien évidemment on travaille pour accélérer notre stratégie et développer de nouvelles opportunités. Donc 2026 commence de manière relativement calme pour l'industrie et je pense terminera avec beaucoup d'activités. Je pense une multiplication par 10 des instruments de type digital credit, donc les instruments de crédit avec émis par des Bitcoin Treasury Companies, et également une multiplication par 10 par ailleurs des produits institutionnels émis par les institutions financières en lien avec les Bitcoin Treasury Company. Donc, je pense que vraiment ce sera une année tout à fait cruciale et majeure et qui positionnera les acteurs leaders dans le domaine pour vraiment capturer une croissance très forte dans les années 27, 28 à suivre. Donc, voilà, les Bitcoiners ont un temps d'horizon de l'ordre de 4 à 5 ans à minima et les Bitcoin Treasury Companies s'inscrivent également dans ce temps-là. Et donc, les investisseurs, bien évidemment, nous font part de leurs questions. Et d'ailleurs, on organise, pour y répondre, la semaine prochaine, un live Q&A avec les investisseurs pour voilà contribuer à cette finalement cette construction commune du projet
européen qu'à Capital B. Alors, comme tu le dis, l'année 2026 est prometteuse pour le Bitcoin et elle est déjà bien démarrée pour une entreprise qui s'appelle BitGo, qui vient de rentrer en bourse et qui est valorisée à 2,6 milliards. Est-ce que tu connais cette entreprise? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors précédemment, je travaillais avec beaucoup de banques avant de commencer Capital B et je connaissais très bien BitGo, qui est un acteur tout à fait leader dans le domaine de la conservation de Bitcoin et de solutions autour du Bitcoin et des actifs numériques. Et donc, BitGo se positionne comme une plateforme d'infrastructure pour actifs numériques. Et le fait qu'on ait une nouvelle IPO de taille tout à fait majeure aux États-Unis d'une société du secteur est encore une fois un très bon signe pour l'adoption du Bitcoin, de cette classe d'actifs et des solutions autour. Et BitGo s'est vraiment positionné au fur et à mesure du temps comme un des 4-5 grands acteurs régulés étant capable de fournir des services de custody de niveau institutionnel. Et le fait qu'il soit présent coté va vraiment accélérer toutes les opportunités de collaboration qu'ils vont avoir avec les grands asset managers et les grandes entreprises. Et de ce point de vue-là, certainement développer des innovations, contribuer à la tokenisation des marchés financiers au-dessus de Bitcoin. Donc voilà, une très bonne nouvelle. On sait qu'il y a d'autres grandes IPO qui se préparent dans le domaine avec des exchanges majeurs à la fois aux États-Unis et en Europe. En Europe, par exemple, avec Bitpanda. Donc voilà, c'est des évolutions de marché qui démontrent qu'en fait, on a une rotation qui commence à s'opérer entre les acteurs de la finance traditionnelle et les acteurs de la nouvelle finance basée sur le digital, basée sur et autour de Bitcoin. Et ça, c'est très positif et ça contribue à l'institutionnalisation, à la pérennité du secteur. Il faut savoir que BitGo, ils font également de la conservation d'actifs numériques pour des États entiers. Donc, c'est vraiment majeur et c'est une très bonne nouvelle. Après, bon, c'est la vie normale d'une grande société qui réussit aussi d'aller se coter sur les marchés. Et donc, voilà, il va y avoir un peu plus de compétition pour les fournisseurs de solutions, d'infrastructures autour de Bitcoin avec cette cotation de BitGo. Et donc en effet, on risque de voir plusieurs autres entreprises de plus grosse taille ou de plus petite taille rentrer également en bourse à l'avenir, on l'espère. Pour terminer, tu parlais donc de bear market pour le Bitcoin. Est-ce que tu peux nous rappeler quand sera le prochain halving qui du coup, il me semble, réduit la supply du Bitcoin et réduit aussi les récompenses des mineurs et qui généralement marque le début du prochain bull market? Est-ce que tu peux nous rappeler quand ce sera? Alors là, je n'ai pas la date exacte, c'est tous les 4 ans. Donc c'était 23-24, donc effectivement, certainement l'année prochaine. Donc voilà, ça arrive bientôt et typiquement un halving dans l'historique finalement a vocation à nouveau diviser l'offre disponible sur le marché et donc de ce point de vue-là contribuer encore une fois à ajouter une pression à la hausse sur le Bitcoin avec une demande constante. Maintenant, voilà, les observations du marché sont précisément que cette offre-là, elle est déjà très faible finalement par rapport à la demande du marché. Si on compare aujourd'hui, l'offre de Bitcoin, c'est à peu près 450 Bitcoins par jour du minage. Et donc, ça représente à peu près 14 milliards de dollars, 15 milliards de dollars peut-être par mois. Et donc, comparer à cela, finalement, les 6 milliards de dollars ou 1,5 milliard de dollars pardon, par mois, si on compare cela à finalement en fait le volume du Bitcoin tous les jours qui est d'environ 6 milliards, on voit que c'est peut-être du coup 100 milliards de dollars de volume
sur le Bitcoin par mois, comparé à 1-2 milliards de dollars d'émissions de Bitcoin finalement par mois, on voit que c'est peut-être 1%, 2% du volume total, et donc c'est déjà relativement très faible. Donc si c'est divisé par 2, ça contribue encore à la hausse potentielle du Bitcoin, mais on est déjà en fait dans un monde institutionnalisé sur le Bitcoin, même si le Bitcoin est encore petit comparé à la taille du marché financier mondial. On voit que finalement ces aspects-là vont avoir vocation à compter de moins en moins dans les cycles du Bitcoin. On est plutôt sur un actif macro de manière générale. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre. Je vais terminer avec ça. Merci d'avoir décrypté l'actu du Bitcoin avec nous cette semaine, encore une fois. Je vous le rappelle, Le Revenu est en kiosque avec son hors-série et son guide bourse, et également le numéro du mois qui est toujours dans les kiosques, Avis de tempête sur votre argent, où l'on vous donne plein de conseils et où l'on parle évidemment un petit peu également de crypto-actifs. Merci beaucoup, Alexandre. Je vous donne rendez-vous. Petite correction, le prochain halving, avril 2028 normalement. Voilà, donc j'ai dit 23-24, c'est bien. Voilà. Excellent. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Alexandre, et merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Très bien, merci, au revoir.